Bonsoir, merci. Donc Bonsoir, bonsoir. je vous ai déjà présenté à Bertrand, hein. Donc Bertrand, si tu veux te présenter en direct sur la radio, pour un petit peu les auditeurs de Haut-Ville Lumière, il y a pas de souci. Oui, je m'appelle Bertrand Antoine. Alors, j'ai la particularité d'avoir deux prénoms. Alors, Bertrand, c'est le prénom et Antoine, c'est le nom. Souvent, les gens se trompent. J'ai 37 ans. Je suis entraîneur de football. Je suis en activité depuis 15 ans. Et depuis 7 ans, je suis au Football Club de Metz. Et je suis donc responsable de la préformation. Donc, section 8. On est labellisé. Et auparavant, j'ai travaillé dans un club amateur de la banlieue médecine, l'ARS Manille, pendant 8 ans. Et j'ai également, en parallèle, été assistant technique départemental donc au Tifut Modern Football. J'ai bénéficié des contrats emploi jeunes en 98. Donc ça fait voilà, 15 ans que je travaille dans le milieu du football. D'accord, merci. Ben Nicolas, à toi de commencer si tu veux. Tout d'abord, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Nicolas. Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus d'indications sur, comment dire, le chemin parcouru par un jeune joueur formé par un club? Le chemin il peut être divers. Pour arriver à un statut de joueur professionnel, c'est ça? Oui. Oui. En général, les joueurs évoluent tout d'abord dans les clubs amateurs et sont repérés par des clubs professionnels et ils intègrent les structures quelquefois à l'école de football, d'autres fois en préformation, parfois un peu plus tard au centre de formation. Par rapport à cela, ils peuvent atteindre leur rêve, parce qu'au départ, ça reste un rêve pour eux. Le chemin est long, très long. Nous, on a la particularité au Football Club de Metz d'être un club formateur, donc on a effectivement l'habitude de pouvoir mener à bien ce projet-là. Et, euh, et du coup, le chemin se dresse, le chemin pardon, qui est le leur, leur permet de pouvoir mener à bien une scolarité déjà d'une soutenue, parce que quand ils arrivent en préformation et en formation, donc ils ont cours tous les jours jusqu'à 15 heures, il faut enchaîner après sur les entraînements. Donc je dirais que c'est un chemin long et où le double projet, on leur parle souvent de ce double projet scolaire et sportif est difficile. Faut être prêt à travailler et à suivre. Effectivement, je vois un peu. Et quelle est la différence entre un contrat de stagiaire et un contrat comment dire, professionnel? Les contrats de stagiaires, c'est des contrats qui sont proposés à des jeunes joueurs au centre de formation. Et un contrat professionnel, c'est l'aboutissement de votre formation. Quelquefois, il y a des garçons qui n'en ont pas. Je prends l'exemple des contrats stagiaires, hein, j'entends. Je prends l'exemple de Romain Bétanir, qui est footballeur professionnel chez nous dans notre équipe première, là, qui évolue en Ligue 2 cette année. Romain n'a pas signé de contrat et le premier contrat qu'il a signé, ça a été un contrat de joueur professionnel. Maintenant, de plus en plus, les joueurs sont amenés effectivement à signer des contrats d'apprentis, des contrats de stagiaires. Donc quand ils ont l'âge requis et on va dire que c'est des étapes. Après, à mon sens, c'est pas le plus important dans la formation d'un joueur de signer un contrat. D'accord, Si je vous voulais n'êtes savoir, pas parce que un contrat stagiaire ou aspirant, c'est ça qu'on appelle. Oui. Est-ce qu'il peut se rompre à n'importe quel moment ou est-ce qu'il y a des obligations comme un contrat professionnel? On prend un exemple d'un joueur du Paris Saint-Germain qui est sous contrat aspirant et qui peut intéresser un club. Est-ce que du jour au lendemain le contrat peut se rompre ou il y a des clauses de temps? On ne sait pas trop. Normalement, il faut aller au bout
de son contrat, comme dans tout engagement, que vous signez un contrat moral ou écrit, il est bien par éducation et une bonne éducation d'aller au bout des choses. Maintenant, effectivement, après, quand vous êtes sous contrat avec un club, vous ne pouvez pas signer dans un autre club, si ce n'est après c'est des accords ou si le contrat est rompu par les deux parties. Très bien, effectivement. Merci pour cette question. De rien. Sinon, comme joueur intéressant aujourd'hui au niveau de la formation à mettre, vous avez quelques pépites à nous présenter? Des garçons qui sont dans l'effectif professionnel ou des garçons qui sont en formation? Qui sont en formation et des jeunes pépites du football mettre. Les garçons qui sont effectivement en formation, il y en a plusieurs, mais on a un club, comme je vous le disais tout à l'heure, un club formateur. On s'appuie sur nos jeunes. L'exemple, c'est notre équipe professionnelle. L'effectif est de 27 joueurs. 18 ont été formés au club, ce qui est énorme. C'est plus des 2 tiers. 4 d'entre eux étaient d'ailleurs déjà là à l'école de foot et 10, je crois, étaient présents en pré-formation. Donc c'est un vrai savoir que l'on a et surtout c'est une vraie volonté affichée par les dirigeants et son président donc Bernard Serin. Maintenant les jeunes du centre de formation, ouais, effectivement il y en a quelques-uns. Je vous laisserai les découvrir dans quelques années quand ils viendront sur la pelouse de Saint-Symphorien. Et est-ce que vous avez été intéressé par les jeunes du Paris Saint-Germain ou pas cette saison ou deux saisons avant? Parce que je pense qu'il y avait des fois le FNF qui s'est positionné. Des jeunes alors je sais que en parlant du Paris Saint-Germain, un jeune comme Jérémy Kemener qui a eu sa formation au PSG, au Paris Saint-Germain, nous a rejoint l'année dernière. Et au centre de formation, tout simplement parce qu'il était arrivé au bout de son parcours au Paris Saint-Germain, qu'il n'y avait pas de suite donnée par le PSG. Et effectivement, comme c'est des garçons qui ont suivi une formation de qualité, il était à ce moment-là en équipe de France Jeune. Il a voulu continuer sa formation, terminer sa formation en vue, je l'espère pour lui, j'espère pour Jérémy, d'arriver au but ultime qu'il s'est fixé, à savoir être un joueur professionnel. Et ses bagages l'ont amené chez nous pour terminer sa formation. Il joue actuellement avec l'équipe réserve. L'année dernière, il jouait en équipe réserve et en U19 avec Olivier Perrin, cette année avec Monsieur Pinot. Voilà, ça se passe bien. Mais sinon, pour revenir à notre question, notre objectif, c'est de former nos joueurs. Comme je vous l'ai dit par rapport aux chiffres que je vous ai inventés tout à l'heure, on a la chance d'avoir une école de foot qui travaille bien, une préformation aussi de qualité et un centre de formation connu et reconnu. Et donc on s'appuie dans un premier temps par rapport aux joueurs que l'on a formés chez nous. Après, il arrive effectivement que des joueurs nous rejoignent donc en fin de cursus. C'est le cas également aussi, je pense à Bounassar qui a fait la préformation de l'Olympique Lyonnais, qui était retourné en club amateur dans la région lyonnaise et qui nous a rejoint en U18 avec Olivier Perrin il y a quelques années de cela et qui a fini sa formation pour signer son premier contrat professionnel chez nous. Très bien, merci beaucoup. Oui, Bertrand, bonsoir, c'est Florian Lavigne Bonsoir Florian. Du site tribunepsg.fr. Oui. Tout d'abord, nous sommes très heureux que vous ayez accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, c'est gentil Florian, merci beaucoup à vous. Voilà. Et moi, j'aurais quelques questions concernant donc la formation et la préformation. Donc, oui. Vous êtes au club depuis 2006.
Donc avant, vous avez officié au RS Mani, donc une petite ville qui longe Metz. Et en fait, comment la transition, elle s'est passée? La transition, bah écoutez, ça s'est passé de la manière suivante. Alors dans mon parcours, j'ai entraîné une première année au Football Club de Metz sur la saison 98-99 où j'étais responsable. À l'époque, c'était les Poussins, la catégorie des Poussins, avec Bruno Lang. Moi, j'avais les premières années. L'année-là, j'ai passé mon brevet d'État et donc ensuite, j'aspirais à travailler donc sur du foot à 11 et j'ai été contacté par la RS Mani. Donc je suis parti en bon terme du Football Club de Metz qui m'a permis de revenir justement en 2007 exactement. Et écoute, à la RS Mani, j'ai vécu 8 années magnifiques avec Geoffroy Furman qui était mon collègue au district et plein d'autres éducateurs entre le QIP des séries et plein de vraiment une belle aventure où j'ai entraîné les 13 ans, les 14 ans, les 16 ans au niveau régional, fédéral et national. Et la transition s'est faite tout naturellement parce que je connaissais le club de Metz en ayant fait donc une première année. Travaillé déjà au club Olivier Perrin, Sébastien Huet, Denis Schaeffer, des personnes que j'ai retrouvées en 2007 et qui sont toujours présentes. Le FCMS travaille dans la durée et donc par rapport aussi à mes missions au district moderne football, j'étais forcément amené à des moments à être en contact avec le football club de Metz. Donc voilà, donc je suis resté toujours très très proche du club et la transition s'est faite naturellement et donc du coup j'ai entraîné pendant 3 ans donc au club à Metz, tout en étant toujours au district. Et puis sur la saison 2010-2011, on m'a proposé un temps plein au club et j'ai donc signé un contrat qui m'a permis de devenir responsable de la préformation. D'accord. Et quand on sait que la formation c'est un élément important du club, voire le plus important, avec la préformation, est-ce que vous avez une certaine pression que vous donne le président Serin ou est-ce qu'il vous laisse travailler sereinement? Non, on travaille sereinement, c'est ce qu'elle veut dire. On a la chance au club d'avoir 2 entités qui sont très proches, la section amateur et le centre de formation et la section pro. Albert Cartier, le président, les dirigeants et tous les responsables sont très liés. Et au centre de formation, nous qui travaillons plus donc avec les jeunes, on travaille essentiellement en équipe. Donc non, j'ai aucune pression sur mes épaules, si ce n'est de vouloir faire du bon travail avec les joueurs que l'on a. Et mais l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a un savoir qui est au FMS. Les personnes que sont Olivier Perrin, Sébastien Muet, José Pinault, Denis Schaeffer, des personnes qui travaillent au club depuis longtemps. C'est Christophe Walter, donc un ancien joueur du club. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Donc là-dessus, je vous parle uniquement des techniciens, mais il y a encore un bon nombre de personnes et donc c'est une vraie force. Donc du coup, on se sent pas isolé. J'ai pas de pression vraiment à proprement dit, si ce n'est de former des footballeurs et former des hommes avant tout. Pourtant, l'année dernière, j'ai cru entendre, enfin, je pense que c'est quand même des bruits de couloir, qu'avec la descente en nationale, le centre était menacé. C'est véridique ou c'est des bruits de couloir? Après, bon, il y a forcément plein de choses qui se sont dites à droite à gauche. Non, la formation n'a pas été menacée parce que justement le club s'appuie sur la formation depuis de nombreuses années. Et bien entendu, quand on descend en national, il y a tout un tas de questions qui viennent à se poser sur le fonctionnement et peut-être sur un budget.
Mais en aucun cas la formation a été en danger. La preuve en est, encore une fois, hein, je vous le disais tout à l'heure, j'annonçais les chiffres de l'effectif professionnel. Quand on sait qu'il y a 18 joueurs qui ont été formés au club, qui jouent actuellement, qui sont dans l'effectif pro, pardon, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc non, du tout, le président Serin, les dirigeants, Albert, Cartier, coach pro et tout son staff, savent qu'ils peuvent compter sur nous, et c'est notre mission d'ailleurs de pouvoir amener un maximum de joueurs. Quand on regarde sur les dernières années, on doit être à plus d'une quarantaine de joueurs professionnels formés qui jouent encore chez nous, ou qui ont été amenés à évoluer sur d'autres cieux. Et la formation reste quelque chose de très très important au club et n'a jamais été en danger. J'ai retrouvé un article qui date de l'année dernière où le président Serin affirmait qu'en fait il donnait environ 2,7 millions par an pour le centre de formation. Bon je me suis penché un peu sur ces chiffres. À titre indicatif, l'Olympique Lyonnais donne environ 10 millions. Pour le PSG, je ne sais pas. Nico, il pourrait nous éclairer là-dessus. Bordeaux, ça doit être aussi environ 10 millions. Par contre, Marseille, ça m'a surpris, c'est 3 millions d'euros par an. Comment vous expliquez les chiffres? Les chiffres, bon après ça reste des chiffres, hein, c'est le budget. Maintenant effectivement les clubs qui ont les clubs comme le PSG ou Bordeaux sont des grosses cylindrées, et donc ils ont forcément un budget plus conséquent, et ils mettent peut-être un peu plus d'argent sur la formation, ce qui ne veut pas dire que ils sont meilleurs. Bien entendu, ils sortent de bons joueurs. On le voit avec l'effectif lyonnais, où il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent actuellement, des jeunes du PSG qui évoluent dans d'autres clubs, parce qu'il y a beaucoup de monde au niveau de l'équipe professionnelle. Mais justement, par rapport à cela, la formation, elle se quantifie pas en argent. Nous, dans notre approche, c'est le travail, comme je vous disais, de beaucoup de personnes, et surtout c'est un travail d'équipe, et qui fait qu'on arrive à des résultats de qualité, en essayant de rester humble. Mais quand on voit que des garçons comme Miralem Pjanic, comme Adebayor, comme Luisa ou alors Robert Pires sont issus de nos rangs, on peut se dire que peut-être avec peu de moyens, on peut former des joueurs de qualité, et former des joueurs de qualité, mais qui sont aussi des joueurs avec un état d'esprit remarquable. Robert Pires est revenu là ce week-end pour une œuvre caritative, là, donc avec son épouse et le projet, donc l'association Le Rêve de Clara. Et quand on voit sa simplicité, sa gentillesse, son implication, on peut se dire aussi qu'on a formé des hommes de qualité. Puis après, il y a ceux qui ne réussissent pas aussi, malheureusement, à signer un contrat pro, et qui n'arrivent pas à faire une carrière. Ces garçons-là, ils sont amenés aussi à avoir eu des résultats scolaires, ce qui fait que derrière cela, malheureusement, s'ils n'arrivent pas à aller au bout de leur rêve, ils partent dans la vie avec un bagage, et puis de quoi pouvoir réussir. Et on a plein d'exemples. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas forcément l'argent qui fait qu'on réussit à former des hommes de qualité ou des joueurs professionnels. D'ailleurs, le chiffre le démontre un peu, puisque Marseille, je vous dis, c'est un peu plus que vous, et niveau formation, ils réussissent moins, quoi. Mais bon, enfin... C'est une volonté, voilà. Enfin, on va pas la mettre un peu de l'eau. C'est plutôt la culture du club qui est vachement basée sur, je le rappelle, la formation, et c'est ça qui est, pour ma part, c'est très agréable.
Bon, bah, moi, je suis supporter de Metz. Dès que mon emploi du temps le permet, je vais un peu squatter en tribune ouest. Et c'est agréable de voir des gamins se défoncer pour le maillot, quoi. Des gamins sortis par le club. Ouais, je partage votre vision des choses et surtout, ben, voilà, on a connu quelques années difficiles comme tout club vit à des moments. Malheureusement, ça a été le cas de Sedan, ça a été le cas de Le Mans qui vont mal, ou Strasbourg. Malheureusement pour eux, ont connu des restaurations ensuite d'ordre administratif. Et justement, la force du club, quand sportivement ça a été plus difficile, c'est de se relever avec les valeurs que sont les nôtres, le travail, l'abnégation, la jeunesse, la formation. Et là, on a personne d'Albert Cartier, on a Loïc Douane qui véhicule toutes ces valeurs. Je vois souvent Gaëtan Bussmann, on en discute beaucoup. Gaëtan, voilà, Gaëtan, c'est un jeune Vosgien qui vient d'Épinal, qui a été formé en préformation et quand il rentre sur le terrain à Saint-Symphorien, il me disait encore sur le derby contre Nancy qu'il avait des frissons et tout cela c'est aussi inspiré par le staff d'Albert et Albert qui fait qu'on a effectivement des garçons qui sont sur le terrain avec l'envie de donner du plaisir au public, d'avoir les meilleurs résultats possibles, bien entendu. Et puis pour l'instant, ça nous sourit pas trop mal, parce qu'on a en fait de la Ligue. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien parce que on a un état d'esprit, les gens reviennent au stade, il y a toute une émulation qui se fait au niveau du club. Les jeunes s'identifient par rapport à nos jeunes joueurs. Donc voilà, c'est une vraie dynamique positive, c'est un vrai régal. D'accord. Maintenant, parlons un peu de l'aspect néfaste de la formation. Lors du dernier mercato, donc cet été, un jeune de 17 ans qui a signé en Italie à la Juventus de Turin. J'imagine que ça doit être un fléau pour vous d'être pillé de la sorte. Et est-ce que la FIFA, elle prévoit des lois pour engranger ce problème, quoi? Alors, la FIFA, j'en sais rien. Elle prévoit des règlements. Des règlements existent. On ne peut pas signer donc à l'étranger ou à plus de 100 km de votre domicile avant 16 ans. Donc ça, c'est une première des choses. Effectivement, après, passé 16 ans, il y a les grands clubs qui sont présents. Je pense à Paul Pogba qui était au Havre, formateur qui est parti à Manchester et puis maintenant qui joue à la Juve. Voilà, ouais, c'est effectivement un des problèmes qu'on peut rencontrer maintenant. Alors s'il faut pas en tant que formateur et en tant qu'éducateur, eh ben on est content. Vous parlez d'Yunus Marzouk, on est content pour lui. On est content pour lui parce que Younes, s'il était chez nous, c'est pour apprendre son métier futur éventuel, je dis bien. C'est qu'on a bien travaillé avec lui. Bien entendu, il le doit à lui-même, à son travail, à son investissement. Après, effectivement, il y a de la frustration en fait. On peut avoir un sentiment un peu partagé. Il y a de la frustration de savoir que nos meilleurs éléments, ils sont suivis par les grands clubs européens, mais après on peut pas lutter. Et là, ça devient effectivement compliqué parce que notre objectif premier, c'est de faire réussir nos jeunes chez nous et qu'un jour ils puissent fouler la pelouse de Saint-Symphorien. Ça c'est notre vocation première, bien entendu. Et puis après, il y a des cas comme Younes, c'est la Juventus de Turin. On lui souhaite plein de belles choses, plein de réussites. Il a participé récemment à la Coupe du Monde des U17 ou des U18, je ne sais plus, avec donc le Maroc. Il a marqué 3 buts, il a fait partie des meilleurs joueurs. Voilà, on lui souhaite plein de bonnes choses. Voilà, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte.
Mais bon, on va pas s'arrêter de bien travailler parce que pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Et puis bon, on parle effectivement de Younes, mais dans la génération 96, Maxwell Cornet est encore chez nous, et il y a d'autres jeunes qui le sont. Donc voilà, ça fait partie de la donne. Il faut faire avec. Après, il y a des choses qui sont mises en place par la FIFA, tant mieux, hein, qu'elle protège les clubs qui forment les joueurs. Maintenant, s'ils réussissent, tant mieux. Il y a aussi plein d'exemples de garçons qui sont partis et qui ont pas réussi ou partis trop jeunes. Je sais pas, c'est pas évident, hein, de partir loin de la famille, de ses amis, et puis en plus, donc quand on quitte le pays, c'est une autre langue. Hier soir, il y a Khalidou Koulibaly qui est passé au centre nous faire un petit coucou. Khalidou est un garçon flingué, formé en préformation, en formation chez nous, et qui joue actuellement à Genk. Et il me disait que la première année, il est parti l'année dernière, la première année, ça n'a pas été simple parce qu'il était loin. Bon, maintenant il se sent bien, ça se passe bien, et on lui souhaite plein de bonnes choses. Mais effectivement, partir, c'est pas forcément un gage de sécurité, hein. Thibaut Vion qui est parti à Porto, j'imagine que c'est une belle expérience sans doute, mais ça doit pas être évident tous les jours d'être loin de chez soi. D'accord. Et par contre, au classement de la formation, on le dit depuis tout à l'heure, Metz est un des meilleurs centres. Je crois qu'il doit être classé 6e. Est-ce que l'année dernière, oui. L'année dernière, oui. Mais est-ce que vous êtes amené à discuter entre les gens de formation d'un autre club pour, on va dire, comparer les méthodes, discuter de l'aspect humain des joueurs, qu'on le sait, qui est de plus en plus, on va dire, qui est moins à l'écoute? Alors, en fait, on est amené à échanger avec nos collègues éducateurs, formateurs ou entraîneurs quand on les rencontre parfois sur des matchs, souvent sur les formations. On a tous passé nos diplômes, pour ma part en Ligue Lorraine, mais également à Clairefontaine. Et là, on fait forcément des rencontres. Et on échange sur la façon de fonctionner dans les différents clubs, que ce soit professionnel ou autre, hein. Certains travaillent dans des pôles, d'autres travaillent dans le milieu amateur. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger et puis de pouvoir partager l'expérience des uns et des autres. Après, il y a souvent des réflexions qui sont menées aussi en interne au club. Nous, je sais qu'à Metz, le joueur est vraiment au centre du projet, qui le concerne. Et après, il y a tout un tas de paramètres et tout un tas d'individus qui interviennent autour et qui font que on essaye de lui apporter chacun autour de nous les compétences des uns et des autres. Et vous parliez de l'état d'esprit, effectivement, c'est quelque chose qui est très très important. Et ça c'est une éducation, hein, ça se fait tout petit. Donc le message on véhicule déjà à l'école de foot pour ceux qui sont déjà chez nous. Et puis après, essentiellement en préformation, parce que on a quand même 75% des garçons qui sont en préformation qui intègrent le centre de formation, on fait une moyenne sur les dernières années, ce qui est énorme, qui est une volonté aussi du club affichée. Et on travaille sur ces valeurs-là. On travaille avec le collège Arsenal, donc de Metz, qui est notre partenaire, et on est en lien direct avec donc les CPE, avec les profs. Donc dès qu'il y a un problème, par exemple là pour être concret, dès qu'il y a un souci au niveau de la scolarité, au niveau du comportement, on intervient directement, en étroite collaboration, et le joueur, l'élève, sent qu'il y a une présence autant sur le plan sportif que sur le plan scolaire, et on essaie de regarder. Donc du coup on véhicule des messages
qui sont forts sur justement cette éducation, ce comportement qu'on doit avoir, parce que on réussit dans la vie que quand on est impliqué, appliqué, concentré, rigoureux, volontaire, travailleur, courageux. Voilà, toutes les choses qui sont importantes. Donc effectivement, on est amené à en discuter avec nos collègues des autres clubs dans les formations et aussi en interne régulièrement, tout le temps, toutes les semaines. Je vous parlais tout à l'heure d'un travail qui s'effectue en équipe. Il y a les entraîneurs à temps plein du club, que ce soit M. Pinot, M. William, M. Walter ou moi-même. Et puis après, il y a tout un tas de personnes, un ensemble de personnes, pardon, ça passe par le secrétaire technique des IBEC, le préparateur physique, l'entraîneur des gardiens, la régisseur, le responsable pédagogique, Julien Ducassé, Julien Ferrino, Jonathan, enfin bref, tout un ensemble de personnes, le kiné, le clavier, enfin, on est tout un ensemble de personnes où on discute de cela et on essaie d'amener le joueur au maximum de ses possibilités. Donc vous voyez, c'est pas une affaire uniquement de terrain et d'entraîneur, hein, c'est la formation, c'est vraiment l'affaire de tous. Et je pense que c'est ce qui fait notre plus-value ici au club, associé avec nos partenaires que sont les collèges et les lycées pour les garçons qui sont au centre de formation. D'accord. Il y a environ 2 mois, France 2 diffusait un documentaire Cache Investigation. Donc ouais, j'imagine que vous l'avez vu. Et oui. Par contre, moi, ce que je voulais savoir, c'est si les agents tournaient déjà autour des plus petits, quoi. Donc là, vous vous occupez des U15 interrégionaux. Donc, je voudrais savoir. Pas seulement, oui. Pas seulement, hein, mais je voudrais savoir si les agents viennent déjà assister au match ou tourner autour des petits. Écoutez, c'est vrai que les agents, ça fait partie du système. C'est comme ça, c'est quelque chose qui a changé avec l'évolution du temps, qui est arrivé au fur et à mesure. Avant, les agents s'occupaient des joueurs professionnels pour gérer les carrières, ce qui me paraît normal. Maintenant, les agents de jeunes joueurs, là, c'est un peu plus de mal. Ça, c'est vraiment très personnel. Voilà, parce que l'objectif de ces jeunes garçons, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de se former. Alors bien sûr, quand ils intègrent nos structures, c'est pour se former en tant que footballeur et d'atteindre leurs rêves. Mais le plus important, c'est qu'on puisse les former et qu'on forme l'homme de demain. Donc, il faut pas oublier qu'en préformation, ça c'est essentiel de la construction du footballeur et de l'individu. Et du coup, par rapport à ces personnes-là, les premiers, on va parler de contrat quand l'âge requis est atteint. On va commencer à parler de carrière, alors que ils sont pas rentrés dans cette optique-là. Enfin, dans l'optique-là, oui, mais ils l'ont pas atteint en tout cas pour le moment. Donc, moi, j'ai pas de contact à l'entraînement ou en match, je ne les vois pas. Maintenant, forcément, ils sont partout. Hein. Ils viennent voir les matchs, ils viennent voir les entraînements. Donc, ils doivent. Nous, on essaie d'avoir le moins de contact avec les joueurs. Maintenant, bien entendu, à un moment donné, ils doivent rentrer en contact, mais c'est pas quelque chose qui me paraît prioritaire à cet âge-là. Donc moi, effectivement, je gère tout le temps du collège en fait, hein, parce que j'entraîne l'équipe U15 Interligue, mais je gère l'ensemble de la préformation, donc U12, U13, U14, U15, donc des garçons qui sont en classe de 6e jusqu'à la classe de 3e au niveau de la scolarité. Et pour moi, le plus important, je leur dis souvent, eux, ils sont toujours dans la crainte de ne pas rentrer au centre de formation ou de ne pas y arriver. Et je les aide en cela en leur disant qu'ils doivent vivre leur projet à fond. Et quoi qu'il arrive, ils apprendront des choses au quotidien.
et qui s'investissent vraiment dans ce double projet, et ce qui est vraiment la volonté du club. Donc après, il sera tout le temps de parler de carrière, d'agent, mais pour les jeunes joueurs, ça ne semble pas être une bonne chose. Voilà, mais après, il faut composer avec. Donc on essaie de faire au mieux tout en expliquant aux joueurs que le plus important, c'est de travailler et puis d'être sur les valeurs que je vous disais tout à l'heure, celles qui sont celles du club et du centre de formation. D'accord. L'autre jour, on a reçu Bruno Derrien, donc l'ancien arbitre international. Il nous a expliqué que, en gros, je schématise, hein, que tous les joueurs professionnels ne connaissaient pas trop les lois du jeu. Est-ce que vous, de votre côté, vous les sensibilisez à cela? Alors le temps qui nous est imparti effectivement est très restreint. Les journées sont très chargées pour ces jeunes joueurs-là. Donc entre la scolarité, parce que brièvement pour vous expliquer la journée d'un jeune en préformation, il est en cours de 8h à 15h. Il fait le même emploi du temps et la même scolarité qu'un jeune qui ne pratique pas une activité footballistique. Et à côté de ça, il s'entraîne tous les jours, du lundi au vendredi, donc à partir de 15h. Suite à cela, les garçons qui sont internes, parce qu'on a une structure d'internat au collège Arsenal qui est unique en France d'ailleurs, avec 84 sportifs, donc avec d'autres sports. Et donc ces garçons-là, après leur repas, ont encore 1h30 d'études. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que par rapport à cela, on essaye de mettre en place un travail qui est déjà assez soutenu en scolarité, au niveau de la scolarité, puis au niveau sportif. Maintenant, on a effectué un club Xavier Lemaire, qui est également administratif et qui donc intervient au niveau du groupe professionnel pour donner des informations. Mais récemment, pour les plus grands, dans le bureau, on en discutait. Effectivement, il y a une réflexion qui était menée avec les joueurs U17, U19. Parce que là, ils sont au centre de formation, donc il y a un temps qui peut se aménager, même si pour eux aussi l'emploi du temps est très très chargé, parce que nos joueurs sont dans les lycées de la banlieue messine. Ils sont pas déscolarisés, hein, ils sont dans la vraie vie, on va dire. Et donc du coup, Monsieur Walter, l'entraîneur des 17, responsable des 17 en nationaux, et Monsieur Huet avaient une réflexion avec Xavier Lemaire, donc qui proposait effectivement de faire quelques interventions à ce sujet-là. C'est effectivement important pour les joueurs de bien connaître les lois du jeu. Ça leur éviterait parfois de rouspéter, même s'ils ne devraient pas le faire. Bon, à la base, on travaille là-dessus, justement, au niveau éducatif, en leur demandant de se concentrer sur leur jeu et sur ce qu'ils ont à faire, et que eux sont là pour jouer et les arbitres arbitrer. Et donc, on travaille dans le vélo, sur du velours, hein, on a la chance d'avoir des garçons qui sont là avec un projet, donc du coup, il y a une certaine rigueur et une certaine éducation par rapport à ça. Ça n'empêche pas les dérapages de temps en temps, bien entendu. Mais effectivement, on n'a pas ce laps de temps proposé à la préformation, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée que vous me soumettez. Donc, effectivement, si on peut l'amener, on pourra l'amener. Mais pour ces jeunes garçons, la charge de travail est déjà assez conséquente. Mais bon, pourquoi pas? Lors de stage, peut-être. D'accord. Et depuis tout à l'heure, vous nous parliez que les joueurs pros reviennent souvent dans le centre parler aux jeunes. Ouais. Quels sont leurs rôles? Est-ce que c'est des rôles de grands frères, de conseillers, ou quels sont leurs rôles? Écoutez, ils le font déjà de manière spontanée.
Gaëtan Gusman vient manger régulièrement au centre de formation. Kalidou, un petit peu, parce que voilà, il est en Belgique et il a quand même des entraînements et un emploi de temps lui aussi chargé là-haut. Mais dès qu'il peut, il vient voir les joueurs. Récemment, il y a Franck Beria qui a été formé. Excusez-moi. Ah oui, quand même, ouais, non. Oui, il y a Franck Beria qui est venu au centre, mais de manière délibérée. C'est-à-dire qu'il était dans la région, dans la famille, voilà, il est venu dire bonjour à Madame Rest, une personne qui est là depuis plus de 15 ans au club et qui a pu passer pas mal de garçons. Et donc, il venait dire bonjour, mais de manière spontanée. Et de là, c'est organisé de manière spontanée une petite discussion, un petit échange avec quelques joueurs qui étaient au centre à ce moment-là. Et c'est très riche, hein, forcément, parce que eux leur partageaient des expériences. Et Franck, ce qui était intéressant, c'est que Franck, voilà, il joue dans un grand club de Ligue 1. Il a pu faire partager son expérience d'ici, mais également de Lille et puis du départ, hein, quand on part de chez soi. Et c'était vraiment très riche. Après, des garçons comme Yeni, comme Anthony Alpha. En fait, à chaque fois qu'on a une opération au niveau du club et qu'on sollicite nos jeunes joueurs, le staff pro est très actif, les joueurs également. On a une opération qui s'appelle le tournoi Walligator. C'est un tournoi qu'on organise depuis une dizaine d'années. Toute l'équipe professionnelle est venue à la journée finale. C'est encore un moment d'échange. Je pourrais tous vous les citer, hein, que ce soit quand on fait des visites pour des clubs, on leur demande de venir, et il y a toujours un garçon qui est disponible, que ce soit Kwame Ensor, Diafrasco, Pounassar, Chris Phillips, Maxwell, Romain. Enfin bon, je pourrais quasiment vous citer tout l'effectif, parce qu'on a vraiment la chance d'avoir des garçons qui ont à cœur en fait de venir remplir cette fonction de grand frère. Je trouve que c'est une bonne formule. Ils ont été à leur place il n'y a pas très longtemps. Le groupe pro est très jeune, la moyenne d'âge, je crois, est aux alentours de 23 ans. Donc c'est tous des garçons qui étaient au centre il y a encore peu. Et c'est toujours enrichissant pour les garçons qui sont actuellement de pouvoir bénéficier des conseils, du regard. Voilà, quand on est jeune et qu'on a 17 ans, on a un regard sur la vie, on a un regard sur les choses qui est différent quand on a 20 ans et peut-être un petit peu plus. On a aussi au club créé il y a quelques saisons le FCMS Moselle qui regroupe en fait plusieurs clubs partenaires. Et donc pendant les vacances de la Toussaint, on a organisé des rassemblements avec ces clubs-là, avec les catégories U11, U13. Et un des moments forts de la journée, c'était le moment turpa, parce que on a eu la chance d'avoir Romain Métanir. Donc, comme je disais tout à l'heure, Romain, il a traversé toutes les étapes de la formation, puisqu'il a fait sa première licence au Football Club de l'Est, donc entre l'école de foot, la préfo et la formation. Et Sylvain Marchal qui est venu, le capitaine de l'équipe, qui lui aussi a été formé au club. A dû arriver vers 15-16 ans et après a eu une carrière de haut niveau, hein, en Ligue 1 à Lorient, à Saint-Etienne, à Bastia, et qui est revenu là donc cette année et il est venu partager ce moment avec les jeunes, et c'est toujours un vrai plus. On a vraiment beaucoup de chance. D'accord. Et de toute façon, ça se ressent d'une manière que tout l'effectif pro, le club, ils savent d'où ils viennent, et c'est pas plus mal que là on sait que Metz est leader de Ligue 2 et qu'ils se prennent pas la tête, quoi. Ils affichent toujours que l'objectif c'est le maintien. Là il reste 13 points pour avoir les 42 du maintien. Donc
c'est exceptionnel, quoi. On se rappelle que l'année de la descente, ils étaient 5e à la trêve. Donc, à mon avis, c'est pour ça que tu ne veulent pas trop se la raconter, quoi. Tout à fait. Effectivement, le staff pro sait qu'il a un effectif jeune, avec quelques cadres, hein, bien entendu, que peuvent être Romain Rossi ou d'autres joueurs comme Sylvain Marchal. Mais le groupe est jeune et effectivement, il y a une grosse exigence qui est affichée à chaque entraînement, à chaque match, de jour en jour. Tout le staff, que ce soit José Jeunechamp, les personnes qui travaillent avec Albert, je pense à Christophe également, ou le coach, le préparateur physique. Voilà, tout le monde est dans le même discours et c'est que voilà, l'ensemble est fragile, même si il dégage effectivement une certaine dynamique positive par rapport à ce qu'ils peuvent produire sur le terrain. Mais ça aussi, c'est du travail en amont qui a été réalisé déjà la saison dernière en national. Et puis, avec nos jeunes joueurs, voilà, ils sont dans la suite logique de leur formation parce que depuis tout jeune, on leur inculque cette notion de travail. Et vous savez, quand vous êtes, alors c'est sûr, hein, travailler à l'entraînement et être sur le terrain, ça, ils savent faire des efforts. Hein. Après, quand on leur demande justement d'avoir cette exigence au niveau de la scolarité, parfois, pour certains, c'est un petit peu plus dur. Mais du coup, étant donné qu'on est sur le même, sur un discours donc égal, que ce soit au niveau de la scolarité et du sportif, à un moment donné, vous développez de l'exigence, de la volonté, de la détermination, et les personnes qui réussissent sont ces personnes-là, hein, dans la vie. Hein. Je ne parle pas forcément footballistiquement parlant. Donc en fait, ces valeurs-là, et qu'ils ont déjà entendues avec les entraîneurs de l'école de foot, qu'ils ont entendu au collège, au lycée, avec le kiné, avec les docs, au quotidien, avec ces entraîneurs de la préformation et de la formation, voilà, le discours est le même en pro, et pour l'instant, ça nous sourit, mais c'est pas le fruit du hasard. Hein. C'est forcément un état d'esprit, une volonté, beaucoup de travail, et puis derrière aussi du talent, parce que je pense que ces jeunes garçons et les joueurs qui composent l'effectif pro d'Albert, ils ont aussi du talent. Donc, en tout cas, on croise les doigts, puis on espère qu'ils resteront en haut de l'affiche le plus longtemps possible, même si effectivement l'objectif premier du club est de se maintenir le plus rapidement possible. Et vous parliez de la barre des 43-44 points. On leur souhaite atteindre cette barre le plus rapidement possible, continuer dans cette dynamique. En tout cas, nous au club, tout le monde œuvre dans ce sens-là. Voilà, tout à fait. Bon, il me laisse plus qu'à vous remercier d'être passé sur Radio Ville Lumière. Merci à vous. C'est plutôt moi qui vous remercie m'avoir accordé du temps et puis de m'avoir permis de pouvoir vous faire partager avec vos auditeurs la vie du club et puis la philosophie qu'on a chez nous, Football Club de Metz. Parce que comme je vous disais, c'est un travail qui a été réalisé depuis de nombreuses années, et c'est la continuité. Effectivement, si ça peut rejaillir sur notre équipe professionnelle, qui est notre objectif, et c'est le plus important. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir eu cet échange avec nous. Parce que c'est pas moi, c'est nous, c'est le FMS, toutes les personnes qui travaillent au quotidien avec nos jeunes joueurs. J'espère que vos collègues et vos joueurs nous ont écoutés et qui viendraient nous faire un petit bonjour à la radio. Ça serait pourquoi pas. Et pourquoi pas, ça transmettrait. Merci. Et un petit pronostic pour ce soir, le match des qualifications? Écoutez, moi je suis Bertrand Antonin, un vrai Français, donc supporter de l'équipe de France. Je vais aller voir le match d'ailleurs avec mon ami Geoffroy Furman, qui est éducateur avec moi à Manille et qui a travaillé au district avec moi également. Donc le pronostic, écoutez,
Je suis pas bon. Je suis vraiment pas bon sur les pronostics. Donc, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que l'équipe de Didier Deschamps, elle réussira son objectif, à savoir se qualifier pour le Brésil. Il y a 2 matchs. Ce soir, pourquoi pas marquer un but à l'extérieur, ce qui est important, et puis faire un résultat positif. Après, je suis un supporter de l'équipe de France, donc je te dirais une victoire 2-1. Mais je suis pas bon, hein. Je suis pas bon en pronostic. Et m'a dit une défaite, comme ça il y aura la victoire. Ouais, j'espère qu'il y aura une victoire en tout cas, mais surtout la qualification parce que c'est le plus important. D'accord. Je vous remercie encore d'être passé, hein. Et puis, merci à vous. Quand vous voulez, hein, si vous voulez revenir réagir sur un fait divers ou quoi que ce soit, vous avez mon numéro, hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci bien. Merci. Merci, je vous souhaite une bonne soirée à vos auditeurs. Au plaisir. Merci de même. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, l'émission est terminée. Retrouvez-nous lundi avec l'invité Valérie Pérez, donc ancienne présentatrice de France 3 Foot. Et maintenant, elle fait partie, elle anime le JT des Sports sur la nouvelle chaîne internationale I24 News. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous et à toutes et bon match. Au revoir. Bien joué, les gars. Chapeau, Florent. Comment? Chapeau, Florent. Attends, je vais baisser un peu le son parce que j'ai monté ce machin à donf. Mais sinon, Nico, pareil, c'est nickel.